Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les effets de la méga crise qui s'apprête à déferler sur notre pays commencent déjà à se faire ressentir par des grèves, des attroupements de contestation, des émeutes, des protestations en tout genre. Et pour tout arranger, des ministres et des porte-voix du régime en tout genre qui montrent toute l'ampleur des dégâts. C'est non seulement un état de vacances notoire, une absence du pseudo-président de la République pour raison de santé dont les Algériens ne savent strictement rien, des chefs de l'armée hyper et omniprésents sur la place politique, une pseudo-opposition totalement absente, une presse qui fait tout pour éviter les sujets qui fâchent, un parlement d'une écœurante docilité et un stand-by général qui laisse penser à une imminente et très grave dégradation de la société, voire une déflagration à Dieu ne plaise. La situation est réellement très inquiétante et rien de rassurant à l'horizon. Et tous ces porte-voix du régime qui croient exprimer officiellement la position du Zama État, alors qu'ils ne font que se répandre dans l'improvisation, la farce et le grand guignol, ne font que nous rappeler que le peuple algérien est seul, désespérément seul, qui n'a pas un État sur qui compter, à un moment où tous les clignotants sont au rouge. مسائل تاع البلديه جاوكم ما جاوكم ما جاوش قاعد يجي جاي يفل عطري يقول لك تفل عامك ما كان ما قام طالبوا بالغاز طالبوا بالغاز الغاز انتم خاصكم غير الغاز والكرابيط وتهيئه المدرسه المدرسه ولا ان شاء الله ان شاء الله يا اخويا ربي يكون معاكم في البر ويكون معنا احنا امين ان شاء الله امين الله يحفظكم انتم اللي تاع الطال تحصلوا الظروف رانا معاكم. Algérie, Front social et Hirak. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici Assia Guéchoud, qui nous vient de son Strasbourg, j'allais dire natal, de son lointain Strasbourg. Assia Guéchoud, très connue pour être au front hirakiste. Assia Guéchoud, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Salam alaikum, Azul Fellaouen. Merci beaucoup. Alors, Idir Ounoren, analyste politique qui est souvent avec nous. Idir, merci d'être avec nous. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Merci. Depuis l'Algérie, le syndicaliste, président du SNAPEST, Meziane Meriane, qui est avec nous depuis Tizi Ouzou, je crois. Meziane Meriane, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, bonsoir à vos invités et merci pour l'invitation. Merci Meziane. Mahrez Bouiche, enseignant universitaire et militant hirakiste. Mahrez Bouiche, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci moi Azul Jamal, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous ceux qui sont en train de suivre l'émission. Merci de m'avoir invité Jamal. Merci beaucoup. Alors, nous allons d'abord commencer à voir, si vous le permettez, quelques images, j'allais dire, du Front social. Nous allons commencer par regarder l'image de Ain Sultan à Ain Defla.
Ain Sultan, entre autres, Ain Sultan qui est un peu à l'ouest d'Alger, hein, entre l'est et l'ouest, et où ça commence à bouger. Puis nous verrons ce qui se passe à Bjaïa, c'est vital, Bjaïa Université, éducation, à Blida, l'énième Tizi Ouzou. Alors nous allons regarder Ain Sultan. بسم الله. السلام عليكم. احنا سكان بلديه عين سلطان. بلدية عين السلطان حي 88 مسكن 80 مسكن تساهمي. نعاني التهميش في هذا الحي، ما كان والو، ما كان اناره، قطعوا لنا الكهرباء، ما عندنا غاز، البرد الدراري راهم بايتين في الظلمه. رحنا طالبنا رئيس البلديه يجي يشوفنا هنا، ما داش كاع فينا، ما قلنا خاطيتني انتم ماكمش كاع تابعين ليا. هذا رئيس البلديه. على اثر هذا رانا دايرين هنا وقفه احتجاجيه، ما يسمعونا المصالح العليا، الوالي ولا الوزير ولا يشوف يتدخل، باسكو رئيس البلديه ما بغاش يسمعنا. تفضل. لا عندنا وليدات وبايتين على الظلمه، وعندهم فروض يقراو وبايتين ما داروا لا فروض لا والو، وساكنين حدا الحما. Des images de l'Arwat. Bon, ce n'est pas grave, nous allons les voir dans un moment, mais c'est en train de faire haut de toutes parts. Nous avons quelques images un peu partout. C'est des revendications sociales très fortes, venant surtout de catégories sociales très, très défavorisées et parmi les classes moyennes inférieures. Les classes moyennes supérieures s'en tirent plutôt bien, ça va pour le moment. Les classes moyennes éprouvent de plus en plus de difficultés. Et les classes moyennes inférieures sont en train de basculer par millions, quasiment, dans la pauvreté et la misère. Est-ce que, Assia Gchoud, vous qui êtes dans le Hirak, qui espérez tant du Hirak et qui faites tant pour le Hirak, est-ce que vous ne craignez pas que ce qui est en train de se passer en termes économiques ne puisse influer négativement sur la suite des événements? Influer négativement, je ne pense pas, parce que ça va plutôt encourager la continuité du Hirak. Ceux qui n'étaient pas convaincus, en tous les cas, vont l'être. C'est-à-dire qu'ils vont bien voir que ce qui est en train de se passer n'est que la conséquence directe d'une politique désastreuse qui a lieu depuis 1962, parce que ce régime, finalement, n'a jamais eu de soucis, ne s'est jamais soucié de la population, du peuple algérien. Donc, c'est les conséquences directes de cette politique qui a été menée depuis 1962. Le Hirak, ses revendications sont simples, c'est un changement radical de ce régime. Pourquoi? Parce que justement, le peuple algérien a très bien compris qu'ils n'étaient là que pour leurs propres intérêts et pour se maintenir au pouvoir. Donc, ce qui est en train de se passer, finalement, va encourager ceux qui n'étaient pas dans le Hirak à rejoindre les rangs du Hirak, et les autres, ceux qui étaient déjà dans le Hirak, à continuer et à se battre encore plus. Oui, mais ceux qui étaient déjà dans le Hirak la première fois, vous rappelez que les premiers mouvements du Hirak, c'était des millions. On a parlé même de 20 millions d'Algériens dans les rues. Mais le problème est qu'à ce moment-là, c'était toute cette population, toutes ces manifestations étaient porteuses de revendications hautement politiques. État de droit, transition, assemblée constituante, élections propres et honnêtes. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec cette misère rampante, les revendications ne puissent changer de teneur et qu'au lieu de hautes revendications politiques, nous n'ayons à l'avenir à régler des revendications purement socio-économiques? Oui, alors pour moi c'est lié, c'est-à-dire que quand des citoyens sortent dans la rue pour revendiquer pour avoir des revendications politiques, c'est lié au social, parce que souvent c'est un mal-être quotidien dans leur vie. On le voit bien. Au début, quand la jeunesse est sortie, elle parlait de chômage, de manque de logement. Tout ceci était lié directement au social. Ce n'était pas que des revendications politiques. C'était aussi lié aux revendications sociales. Et c'est la continuité. Aujourd'hui, c'est de pire en pire. Et vous avez raison de dire que l'escalade va être de plus en plus importante. C'est-à-dire que là, c'est une nécessité.
c'est devenu une nécessité. Demain, vous allez avoir des millions d'Algériens qui ne pourront pas se nourrir, qui ne pourront plus nourrir leurs enfants. C'est véritablement une nécessité, là. Et dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et que la convergence en fait des revendications qui est exclusivement politique, et là j'ai un petit désaccord avec Mme Keshoud, c'est qu'au début c'était des revendications éminemment politiques. Il n'y avait pas de social et il n'y avait même pas de revendications d'ordre idéologique. Absolument. Donc ça absolument, c'est parti comme absolument. ça. C'est vrai que l'humiliation, le 4e mandat, c'était l'humiliation de trop et tout est parti. Elle a repris un slogan de Nahaouga. Maintenant, il faut donner le sens politique à Nahaouga. Je veux bien, mais bon, mais ça, c'est un autre débat. Par rapport à ce qui arrive, on acte aujourd'hui l'impéritie du gouvernement, c'est-à-dire son incompétence la plus... Voir sa mais vacance. si on élargit un peu, M. Benchtou, si vous permettez, on a un périmètre qui s'appelle l'Algérie, un président absent, son porte-parole hospitalisé en France, lui est en Allemagne, son ministre des Moudjahidines est en Espagne ou je ne sais plus où il se fait soigner. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a une crise morale, on a une crise politique, on a une crise sanitaire, on a une crise des institutions, avec une loi électorale, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. On a une crise économique. contre-révolution en marche. Oui, sans compter les effets de la contre-révolution, vous l'avez souligné à un moment donné, et vous aussi. Donc c'est dans ce périmètre que l'on évolue. Et rappelez-vous, M. Benchenouf, bien avant le Hirak, on disait sur vos plateaux, la convergence, tellement cette jeunesse a besoin de vivre, d'exercer sa liberté, d'être dans l'ère du temps à cause, bien évidemment, des réseaux sociaux, d'Internet. On est une société plus ou moins mondialisée, où il y a des valeurs comme ça. On s'est dit, à un moment donné, implicitement, que ça allait exploser. On était sur cette tendance-là. Moi, je me rappelle avoir dit un jour, aucune institution pourra être le réceptacle des violences à venir. Pour moi, je voyais ça comme ça, parce que nous avions la culture de l'émeute. Oui. Et ça pouvait se passer n'importe où, n'importe quand. J'en suis revenu, heureusement que le Hirak est pacifique. Mais la convergence des, comme vous avez dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez dit des millions, c'est effectivement des millions qui sont passés dans la pauvreté. Oui, c'est de notoriété publique. Hein. Oui, tout à fait. Le souci, c'est cette convergence-là, entre ces revendications politiques qui, pour moi, s'il n'y a pas de politique derrière qui vont encore les porter, je l'avais dit à un moment donné, il faut qu'il y ait de nouveaux acteurs, de nouveaux outils et une nouvelle méthode. On y est. C'est maintenant que les politiques doivent essayer de contenir cette révolution d'essence, guillemets, sociale et économique. Et dire, pourquoi ce régime a-t-il été aveugle au point de ne pas avoir vu que la révolution était pacifique, qu'il pouvait à la limite s'y engouffrer lui-même. Ça veut dire, non pas la manipuler, mais surfer sur la vague, gagner du temps, négocier son propre départ. Et ça prend des années. Oui. Il aurait pu gagner des années de tranquillité. Rappelez-vous que quand le Hirak a commencé, même le Harga s'est arrêté. On avait une bataille d'orientation, vous et moi, à ce moment-là. Absolument, je me rappelle. Alors, ça veut dire que c'était vraiment dans le bon sens et tout le monde adhérait à une vision pacifiste, positive, porteuse de promesses. Pourquoi ce régime n'a-t-il pas vu venir alors que lui a les chiffres, a la réalité de la crise qui allait déferler sur nous, qui est en train de se produire maintenant? Il est aveugle à ce point pour ne pas anticiper ce genre d'effet pervers? Je vais aller plus loin. Il n'a même pas eu l'intelligence de promouvoir une véritable opposition. Oui, en effet. Il a promu une opposition de Taïwan. Absolument. C'est ça le souci. Qui ne représente rien. Avec cette opposition qu'il aurait un peu sponsorisée, ne serait-ce que par les moyens. Absolument. Par les moyens, oui, parce qu'il y a des militants, il y a des lignes politiques, etc. etc. Il aurait pu. Gagner des interlocuteurs valables, apaisés. Plus ou moins crédibles, et qui rentrent dans l'enveloppe de crédibilité. On n'est pas là à décerner des certificats de crédibilité, mais crédibles, disons, par leur prise d'opposition. Le souci, c'est que la nature de notre pouvoir, c'est un pouvoir, il ne partage pas. Il ne partage pas. Et la plus grande erreur, il faut le dire, c'est le commandement militaire, c'est de revenir, avec la démission de M. Bouteflika, de revenir à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire d'aller vers des élections. Oui. Or, qu'ils avaient n'en la étaient chance, pas. Oui, mais ils avaient la chance historique d'accompagner le Hirak. Combien de fois on leur a dit? Moi, j'ai appelé au compromis historique entre les politiques sérieux, la rue, c'est-à-dire le Hirak, et le commandement militaire.
Là, on aurait pu, dans cette espèce de convergence, entamer une véritable transition. Mais là, là, j'ai pas terminé, mais on y reviendra tout à l'heure. Vous parlez de crise économique. Avec la crise du Covid, quelle est la stratégie vaccinale? Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. C'est affolant. Nous allons y revenir. Alors, Mahrez Bouich, avant que nous revenions sur ce sujet, le lièvre que vient de soulever Idir, très justement, de ce régime qui n'anticipe rien, même quand c'est dans son propre intérêt, j'allais dire. Comment n'a-t-il pas pu voir qu'il aurait pu, dans son propre intérêt, accompagner le Hirak d'une certaine façon, son Hirak al-Moubarak, comme il dit lui, pour aller vers de vraies élections, une vraie représentativité, une vraie transition, qui de toutes les façons aurait pris des années. Ça veut dire qu'il aurait gagné des années de tranquillité avant de s'en aller, et il aurait pu même négocier les conditions de son propre départ. Comment a-t-il pu être aussi aveugle et se précipiter lui-même dans une impasse dont il ne sortira certainement pas indemne? Mahrez Bouich? C'est très intéressante comme question. Effectivement, je pense que chaque Algérien, chaque hirakiste, il pose pratiquement la même question. Pourquoi le système en place ou les véritables décideurs ont fait rater à l'Algérie une chance historique, du moins pour satisfaire les revendications du Hirak, à savoir l'instauration d'une république démocratique, sociale, et une rupture radicale avec bien évidemment le système. Je pense que tout le monde y pose cette question. Pourquoi le système s'est entêté et il n'a pas pris en considération le Hirak, les revendications du Hirak? Non seulement il a tourné le dos au Hirak, mais il a été dans une logique de vengeance juste après le confinement, à partir du mois de mars, au moment où les Algériens ou les Hirakistes ont décidé de suspendre les marches. On a vu un peu cette logique répressive du système. Je pense que il est clair que le système a fait rater à l'Algérie une chance historique. Le peuple algérien, il était uni, il était déterminé, il était pacifique. Il était pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie moderne, il était déterminé pour aller justement à un passage d'un système autoritaire vers un système démocratique par la voie pacifique. Mais le système a vu autre chose pour plusieurs raisons. Et restez avec nous, Mahrez. Je reviens avec vous. Nous allons faire un tour de micro sur cette même thématique, si je peux l'appeler comme ça. Ziane Meriane, réellement, ce régime a eu l'occasion en or, une contestation, un mouvement de contestation civique d'une très haute tenue politique, très pacifique, très responsable, très militant, qui ne répond même pas à la violence, ou quand il y répond par le pacifisme. Alors au lieu de ce régime d'en profiter, d'aller dans ce sens pour essayer de se ménager une porte de sortie honorable qui n'aurait eu lieu de toute façon qu'après 3 ou 4 ans, une transition ça prend du temps, au lieu de mettre en place les équilibres pour pouvoir sauvegarder cette attitude hautement pacifique, hautement civique, lui il a fait absolument l'inverse. Il a provoqué une contre-révolution de très grande intensité, subversion, propagande, calomnie, division des Algériens, stigmatisation de toute une région, sachant que ça ne pouvait que travailler contre ses propres intérêts, contre son propre avenir, puisque maintenant il n'a plus d'issue. Il a fourvoyé le Hirak dans une... il a profité du corona, excusez cette question qui est un peu trop longue, il a fourvoyé le Hirak dans une impasse politique véritable où, et il savait pourtant que la crise économique arrivait à grands pas, qu'elle allait être un facteur particulièrement toxique, et pourtant c'est ce qu'il a fait. Comment l'expliquez-vous ?
Merci. Avec votre permission, permettez-moi de relever une remarque. Vous avez parlé de classe moyenne en Algérie. Moi, je dirais qu'il n'y a plus de classe moyenne en Algérie. La classe moyenne en Algérie, elle est laminée par les différentes politiques et économiques appliquées jusque-là. Ajoutez aussi, lorsqu'on était sous le joug du FMI entre 94 et 97, le dinar était dévalué de plus de 400%. Et la facture de cette dévaluation, effectivement, elle était payée par la classe moyenne. Donc, c'est les différentes politiques qui ont fait que la classe moyenne actuellement n'existe plus en Algérie chez nous. Il y a les riches et il y a les pauvres. Et malheureusement, Oui, ça mais continue. Mziane Marianne, Oui. chez les pauvres, il y a des strates. Il y a les plus démunis qui ne trouvent même pas de quoi manger, mais il y a quand même des gens qui arrivent un tant soit peu à nourrir leur famille, à Ouais. les habiller. Donc Et cette tout- classe moyenne existe, qu'on le veuille ou non, même si elle a été laminée. Oui, ce qui arrive, on t'en soit peu quand vous dites à ramener une baguette de pain et un sachet de lait, mais sincèrement, est-ce qu'ils ont le pouvoir d'achat déjà, si j'ose parler des instituteurs des années 60 qui avaient un pouvoir d'achat vraiment très important, extraordinaire. Là, ils faisaient partie effectivement de la classe moyenne. Non, si on définit la classe moyenne, je crois que moi je dis, elle est vraiment laminée et elle a disparu. Maintenant, et on risque encore, avec, c'est ce que j'allais dire, avec la dévaluation du dinar actuellement qui avoisine le marché parallèle à la banque, l'officielle, donc il est encore accentué davantage. Et je vous dirais, monsieur Sidjamal, ce n'est pas avec un salaire d'un instituteur de 40 000 dinars que l'on peut dire qui avoisine le SMIC que l'on peut dire qu'il appartient à la classe moyenne. C'est vrai, mais le pourcentage dont vous parlez, il est vraiment minime. Maintenant, si on revient au Hirak et l'occasion, effectivement, qui était à la portée des tenants du pouvoir pour faire un tournant, moi je dirais que la caractéristique du régime politique algérien a été tout le temps de mettre le peuple à côté des décisions. Le peuple n'a jamais compté pour ceux qui sont au pouvoir en Algérie depuis l'indépendance à ce jour. Comment voulez-vous qu'ils l'écoutent? Leurs intérêts, ils étaient obnubilés. Comment à tout moment sauver le régime et non pas sauver l'Algérie? S'ils avaient cet amour de la patrie, effectivement, comment peut-on sauver l'Algérie? C'est une opportunité. Un Irak pacifique qui n'a jamais eu à travers la planète, c'était une occasion, effectivement, de faire un tournant. Mais ce tournant, il ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, de sauvegarder le régime, quelles que soient les conséquences. Si c'était pour sauver l'Algérie, moi je reviens aux recommandations en 2014 du FMI et de la Banque mondiale qui leur a dit Hadari, vous allez, et nous aussi en tant que syndicalistes lors des manifestations, on l'a prôné, Hadari, on va rentrer dans le mur si on continue dans ce sillage. Si on ne fait pas un virage, on ira droit vers le mur. Mais au lieu de faire ce virage, ils sont allés quoi? Pour un quatrième mandat pour aller vers encore la surfacturation de l'import-import. Donc moi je dirais que la solution elle est chez le peuple et non pas chez les tenants du pouvoir. C'est au peuple de changer l'avenir de l'Algérie. Ça veut dire le régime ne peut pas s'amender, il ne faut pas compter sur lui pour faire du positif, même pour son propre bien. Mais restez avec nous, Mziane Marianne, nous allons regarder quelques images. L'Arwat.
Monsieur Gujoud, avant de revenir sur ce qui se passe sur le front social qui est en train de s'enflammer petit à petit, mais certainement et très fort un peu partout, cette question de ce régime qui ne peut ni s'amender ni agir, y compris dans son propre bien, parce qu'il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Comment expliquez-vous cet aveuglement ? Alors, Monsieur Benchenouf, je tiens quand même à souligner le caractère extraordinaire de ce peuple, sa patience. Est-ce que vous avez remarqué qu'il a quand même fait preuve d'énormément de retenue pendant des années, des années, des années? Il a subi. À quel moment ce peuple est sorti pour dire stop? Quand on lui a présenté un homme qui était censé être le président de ce pays dans un fauteuil roulant qu'on n'a pas vu pendant des années, et on voulait le présenter encore une fois à des présidentielles. Qui avait fait sa campagne électorale, la 4e, par photo. Et c'est ça. Il n'a même pas pu se déplacer. Donc ce peuple extraordinaire qui a subi, vraiment, a dit à un moment donné, stop, c'est terminé. Nous avons affaire à un peuple véritablement formidable. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous sommes arrivés à un point où il n'est plus possible d'aller plus loin. Et ce régime, ce que nous avons compris, ce que le peuple a compris, et j'en fais partie, hein, quand je parle du peuple, je ne dissocie pas ma personne de ce peuple, j'en fais partie. Quand on voit ce régime qui n'a aucune bienveillance vis-à-vis du peuple algérien, pour lui, ce pays n'est qu'un moyen de se maintenir au pouvoir. S'il pouvait enlever la population totale de l'Algérie, il le ferait. S'il pouvait avoir un pays vide, il le ferait. Donc, cette question, finalement, j'y réponds, je ne sais pas si vous avez compris ma réponse, mais oui, aucun moment, ce régime n'a montré une bienveillance vis-à-vis de l'Algérie. Ce qu'il souhaite, c'est se maintenir au pouvoir par tous les moyens, en vendant le pays, en le pillant. Mais là, il ne se maintient pas au pouvoir, il se suicide. Il aurait pu se maintenir pour 5-6 ans encore de tranquillité transitoire. Au lieu de ça, il est en train de se suicider, de suicider avec lui tout le pays. Ah oui, mais il s'en fiche. À partir du moment où il est encore là, oui, je suis d'accord avec vous au niveau de sa stratégie, de la même manière que sa stratégie diplomatique est totalement chaotique. Mais oui, pour nous... C'est de l'incompétence ou oui, c'est de la méchanceté gratuite ou c'est une absence de vision Alors, vous savez que dans les formations militaires, il n'y a pas de formation politique. Nous avons quand même des généraux qui sont en train de tenir ce pays, nous le savons tous. C'est vrai. Ils n'ont aucune formation politique, ils n'ont aucune compétence à mener à bien un pays. Donc, eux, leur seule formation, finalement, militaire, c'est se maintenir au pouvoir. Par la force et la subversion. Par la force. Et à aucun moment, un militaire n'acceptera d'être dirigé par un civil. Ils ne pourront pas. Et ils sont construits comme ça, ils sont faits comme ça. Pourtant, dans les autres systèmes démocratiques, les militaires obéissent aux représentants du peuple et ils sont, on dit, les grandes muettes. Ça veut dire qu'ils s'interdisent le droit à la parole politique. Voilà. C'est un ministère de la Défense qui est au service d'un gouvernement, etc. Un ministre de la Défense qui est généralement un civil. Hein. C'est ça. Mais en Algérie, c'est hors de question. Ils n'accepteront jamais. Alors, et pour arranger le tout, nous avons des porte-paroles du régime, des porte-voix plutôt, des ministres, des choses en tout genre, qui, quand ils s'expriment, réellement, j'ai une expression à la bouche, mais que je n'oserais pas dire parce qu'elle est trop grossière. Mais vraiment, ils font des choses absolument incroyables. Nous allons écouter Monsieur le ministre du Commerce. Écoutez-le bien. يصبر علينا مدة أسبوع إما سنقضي جميعا على هذه العصابة. بعد أسبوع الحليب يولي متوفر عند الناس. من يريد أن يختبر قوة الدولة وجبروت الدولة بعد أسبوع سيراها، سواء كان تاجر بسيط أو كان موزع أو كانت مؤسسة إنتاج الحليب. بعد أسبوع من يريد أن يختبر قوة الدولة وجبروتها سيرى الرد الفاعل المفعل القوي. Voilà, il parle du lait, c'est pas de problème. Donnez-lui une semaine, il règle le problème.
Ça, cette vidéo a des mois, hein, ça fait des mois qu'il... C'est Monsieur Double 6. Double 6. Pourquoi double 6? Ben, il avait Ah dit oui, il a pour parlé les dates. نقفل عليهم ديمينو. Alors, écoutez aussi le même quand il nous parlait de date, justement. Écoutez. Je crois que c'est là où il dit double 6. Hein. في بلد أوروبي لا أذكر اسمه مرتب خامس بلد في العالم من ناحية تصدير دقيقة نور، وهو في حياته ما عنده شجرة في بلاده. هم يروح من عندنا يصدروه جماعتنا اون فراك، يلحق عندهم يديروا في دي بواط ويدير لي تيكتاج تاعو ويدير له كود بار تاعو ويصدروا. حنا قلنا با كيسيون ما يزيدش يصدر اون فراك، حتى يتصدر اون فراك كاين ان كود بار اون فراك نغلق الدومين تموت له الدوبلي 6 في يده. اسمح لي Alors, écoutez le double 6 fido. Alors, vous rappelez je ne sais pas que vous rappelez, puisque ça a encore lieu, problème de liquidité jusqu'à aujourd'hui. Les gens vont faire la chaîne pendant des heures, voire des jours, pour pouvoir retirer leur pension de retraite ou leur salaire. Alors, écoutez bien ce qu'ils disent, eux, les responsables, au sujet des liquidités. Écoutez bien. La 3. Tu donnes un coup de main là. liquidité. للسيولة مستهلك للسيولة أشبهه في هذا مع المجتمع الألماني الذي يعتبر أكبر الاقتصاديات الأوروبية استهلاكا للسيولة. فبطبيعة الحال سوف تعود الأمور إلى نصابها، وأحدد لكم إن شاء الله شهر أكتوبر على أقصى حد لتعود الأمور إلى نصابها بإذن الله تعالى. ونحن نعمل على ذلك، ونعمل على إيجاد توازن بين السيولة المطروحة وبين الطلب عليها. ولكن أطلب من المواطنين كذلك التوجه إلى استعمال أدوات الدفع الإلكتروني، وهي موجودة ومتوفرة، وحتى أننا تمكنا من الوصول إلى تكنولوجيا جد متطورة هي الانتر اوبيرابيليتي. يعني كما قلت سابقا إن كنت متحصلا على بطاقة ألف يمكن أن تستعملها في بنك باء مثلا. Alors, ce monsieur est en train de nous dire que même en Allemagne, il y a des problèmes de liquidité. Hein? Et puis surtout, il demande aux citoyens de donner un coup de main pour régler ce problème et d'user de leur carte bancaire, ou de leur carte de crédit ou des chéquiers, sachant qu'en Algérie, c'est quasiment impossible de trouver un commerçant qui accepte d'être payé par carte de crédit. Même pas les distributeurs, quand vous allez dans un distributeur, ils ne fonctionnent pas. C'est un dysfonctionnement quasi total, tout le monde se plaint. Les chèques, personne n'accepte les chèques, y compris le secteur public. Et donc, lui, il demande aux gens d'user de ces moyens de paiement qui ne soient pas liquides. C'est comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ça, on peut faire un inventaire à l'après-vert. Là, on peut dire, ça vous n'avez donné que 3-4 exemples. Oui. Je pense qu'on devrait ramasser le tout et parler de l'incompétence du gouvernement. Le président lui-même, le président Tebboune ou M. Tebboune, président désigné, appelez-le comme vous voulez, l'a dit quand il a annoncé qu'il repartait se faire donc soigner et se faire éventuellement opérer en Allemagne. Il a dit le gouvernement, il y a ci, il y a ça. Quand lui-même, je ne sais même pas s'il a participé à la désignation du gouvernement complètement, partiellement ou totalement, mais à ce moment-là, il faut acter sur l'incompétence. Je vais vous donner un petit exemple. Il avait promis la loi électorale vers le 14 décembre, ou peut-être même avant. On est pratiquement fin janvier. À part la mouture, il avait donné 15 jours au ministre de l'Intérieur. Donc c'est déjà un affront pour le président de la République. Le système l'a humilié. Rappelez-vous, quand il a nommé un nouveau DG des douanes, oui. L'état-major a dit non. Le décret a été annulé. Et le NTV, pareil. DG de l'ENTV. Le NTV, ouais. Pareil. Il y a des tas de questions comme ça qui renvoient à un dysfonctionnement à la fois de l'exécutif, à la fois de la présidence de la République. Il n'y a pas de communication institutionnelle. Cette communication institutionnelle, on n'arrive pas à la croire parce que chat échaudé craint l'eau froide. C'est toutes ces questions qui doivent être, je pense, et les politiques algériens, ceux qui sont dans l'opposition, on ne les entend pas non plus. Un peuple a besoin, ne serait-ce de ses élites, on va mettre ça en guillemets, pour essayer d'entraîner le mouvement. Le Hirak, à lui seul, ne peut pas tout faire. Le Hirak est une masse informelle.
C'est une masse informelle, on n'arrive pas à la contenir. Il y a quelques hirakistes qui ont émergé de la presse, du monde culturel, du monde politique et du monde associatif. Mais ce n'est pas ça qui va faire la révolution. Je suis désolé. Vous avez parlé de transition. La transition, ça met du temps. C'est une histoire d'une génération. Oui. C'est la transitologie. Regardez, tous les pays qui ont vécu sous un centralisme démocratique, type URSS, type pays de l'Est, pays de l'Europe orientale, ils ont tous eu des difficultés. En plus de ça, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, l'ancien état-major, et celui-là, il est dans la même veine, dans la même pratique, il est dans la même doxa. Il veut nous amener encore à des élections. C'est incroyable, je veux dire, toutes ces questions-là. Et moi, ce qui m'étonne, et vous l'avez souligné dans plusieurs de vos éditos, c'est le silence. J'allais dire, excusez-moi, je les connais tous. C'est tous mes camarades, pour certains mes amis. Les leaders politiques, bougez-vous un petit peu, je veux dire. Il faut à tout prix que vous bougez, vous essayez de faire quelque chose. La société civile toute seule ne pourra pas. Elle n'est pas encore assez mûre. Et pas politiquement, simplement. Politiquement, elle peut. Ce n'est qu'une facette politique. Ce n'est pas véritablement de la politique. C'est masrahia, c'est une pièce de théâtre. Oui, mais pourquoi ils ne mettent pas des gens plus sérieux, qui savent parler, qui ne disent pas mais il faut ils ne sont pas dans le grand guignol, quoi. Mais il faut les trouver. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à recruter suffisamment de personnes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, regardez, ils n'arrivent pas à trouver un autre président pour remplacer celui-ci. Ce n'est qu'une façade politique. Pourtant, il y en a tellement qui se bousculent au portillon, qui ne demandent que ça, et qui sont relativement présentables. Oui. Nous en connaissons dans la pseudo-opposition, quand vous leur parlez, ils sont beaux, ils sont présentables, ils savent parler, ils sont trilingues, ils ont de l'expertise, ils savent rouler les gens dans la farine. Pourquoi ils n'utilisent pas plutôt ce genre de personnages? Il faut que ça plaise aux deux clans. Il faut que mais les deux clans les soient d'accord. Je ne veux pas nommer des noms, mais ils se plaisent. Ils sont copains comme cochons. Pourquoi ils ne sont pas dans... Mais ce n'est pas leur première préoccupation que de trouver des solutions. Ce n'est pas leur première préoccupation. Mais pas des solutions. Au moins qu'ils donnent le change. Pas des clowneries de ce genre, quoi. C'est complètement incroyable d'avoir des ministres et des porte-voix de tout genre qui parlent comme ça. C'est digne d'une république bananière. C'est vraiment digne d'une république bananière. Chez nous, on dit république couscoussière. Couscoussière. Alors, Mahrez Bouich, d'abord pour rester au niveau de cette représentation du régime, de cette représentation verbale des gens qu'ils envoient au charbon, nous promettre monts et merveilles et qui mettent les pieds dans le plat, qui disent des choses absolument atroces, complètement... C'est de véritables farces verbales qui nous prodiguent. Mahrez? Oui, Jamal, c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que depuis 1962, le régime algérien a pratiquement des critères sur lesquels ou à travers lesquels il nomme ses ministres, il nomme les premiers ministres, il nomme la présentation du régime. Donc le régime, il est représenté d'une façon qui est basée essentiellement sur une logique, et que ce soit une logique idéologique interne ou une logique d'amis ou une logique qui est basée essentiellement sur des personnes qui vont participer du moins d'une manière directe ou indirecte à la reproduction du même système tout le temps. Ça part peut-être le début des années 80, enfin le gouvernement de Hamrouche. On a vu un peu des ministres, je dirais pas compétents. C'était tout autre trempe, hein, c'était les gens du temps de Hamrouche. Justement. D'un autre tonneau, très franchement. Effectivement, à part cette période-là où on voit des Razi Hidoussi, on voit des Gmzayen, on voit des Goumzian, Rabbi Rahmou, qui est mort il n'y a pas longtemps, à la famille duquel nous présentons toutes nos condoléances. Du temps d'Hamrouche, les ministres, on pouvait ne pas être d'accord avec eux, mais c'était des gens absolument présentables, pour le moins. Effectivement. Je pense que c'est la seule période où on avait des ministres, je dirais, compétents, je dirais, spécialisés, je dirais même qui sont du domaine, mais... À part ça, je ne vois pas pendant les années 2000 ou les années 90, c'est presque la même chose. C'est la logique de la représentation du régime ou des gens qui représentent le système
sont choisis à partir des critères qui sont bien clairs. Et le mensonge, Mahrez, ce mensonge qui est leur principal recours. Quand un Tebboune arrive, nous dit le secteur de la santé est le meilleur d'Afrique du monde arabe. Quand il nous dit j'ai donné des instructions pour qu'on s'occupe des repas chauds et du transport des élèves dans les zones de Manat Qadhal. Quand le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication nous dit l'Institut de l'Université Princeton a dit que 67% des Algériens sont satisfaits, quand il nous dit que Washington Times, ce petit canard boiteux américain qui nous ont fait passer un peu pour le New York Times, et qu'ils ont acheté un publi-reportage avec de l'argent où il nous dit l'Algérie, tout va bien. Ou alors, quand ils ont recours à Oxford Institute, qui est une petite boîte qui s'est donné le nom d'Oxford pour faire sérieux, mais qui en fait, c'est une boîte qui vend des publi-reportages et qui vend des sondages à la commande. Et donc, ils ont acheté une chose comme quoi l'Algérie, tout va bien. Le recours au mensonge de ce type, grossier, vulgaire, primaire, ça dénote de quoi, Mahrez, vous, l'universitaire, qui êtes un peu dans ces analyses? Écoute, je pense que d'une manière générale, c'est des déclarations qui sont basées du moins sur 3 éléments. Le premier élément, c'est l'incompétence. Je pense que mon ami Idir l'a bien expliqué tout à l'heure, qu'il y a effectivement un problème de compétence en Algérie. Il y a pratiquement un problème sérieux, vu à la formation, vu un peu le choix des comités d'État et vu aussi un peu les partis politiques, du moins, qui sont en panne en termes de formation politique. C'est pour cette raison qu'on voit un peu des ministres militants de partis politiques qui ne sont pas réellement des technocrates, qui sont pratiquement dans ce genre de déclaration. Ça, c'est du 1. Du 2, il y a un peu le jeu populiste parce que en Algérie, nous avons vraiment un sérieux problème du populisme et les discours, du moins des représentants du système, sont pratiquement des discours nourris par le populisme et on voit ça pratiquement quotidiennement. Mais ce n'est pas juste une chose qui caractérise les ministres de Tebboune, mais c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre depuis aussi longtemps. Je peux vous rappeler à un moment donné, un ministre de l'enseignement supérieur, Hadjar, disait qu'on n'a pas besoin des prix Nobel. Absolument. Je pense à un exemple qui est assez important. Donc il y a un problème de populisme et la reproduction de ce genre de discours, sont des discours qui sont généralement basés sur cette logique. Du 3, bien évidemment, il y a un mépris à l'égard du peuple. Je ne pense pas que, comme disait l'adage, je ne pense pas que les représentants de l'État, du moins une grande partie, tournent c'est-à-dire leur mot 7 fois ou 8 fois. Au contraire, ils ont un mépris, et quand il y a un mépris à l'égard du peuple, un mépris, une vision méprisante, certainement, qu'ils ne prennent pas en considération les réactions et qui ne font pas généralement attention. Mais au-delà, c'est Jamal, si tu me permets, au-delà de la question des discours, le problème qui se pose, c'est que le mensonge politique ou la machine qui reproduit un peu le discours populiste, ils ne reflètent pas réellement la réalité, parce qu'au-delà des discours des uns et des autres et des déclarations des uns et des autres, il se fait justement de voir un peu la réalité. La réalité, elle est complètement amère sur le plan politique et sur le plan social et sur le plan économique. Il se fait juste de descendre dans un simple marché pour voir un peu que les déclarations des uns et des autres, ce ne sont pas des déclarations réellement fondées, que ce ne sont pas des déclarations qui reflètent la réalité, que ce ne sont pas des déclarations, du moins, qui peuvent être réalisées. Vous avez cité des exemples tout à l'heure. Il se fait juste de voir un peu la situation pour confirmer effectivement que ce sont des discours des déclarations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais je veux juste rebondir sur un point
très important. Je pense qu'il n'y a pas une nuance sur la question des revendications politiques et des revendications socio-économiques. Au contraire, il y a je dirais, une cohésion exceptionnelle. Je l'ai dit d'ailleurs la dernière fois. C'est vrai que la goutte qui a fait déborder le vase, ou la cause principale qui a provoqué effectivement le soulèvement populaire ou la révolution en marche, ou le Hirak, c'était le 5e mandat, mais attention, c'était un mouvement populaire, horizontal, qui a été provoqué par un marasme politique et social et économique qui date depuis 1962. Ce cumul de problèmes, effectivement, a provoqué le 22 février. Et nous allons y arriver, justement, c'est le prochain tour de micro. Mziane Mariane, d'abord, est-ce que vous souhaitez un commentaire avant que nous n'entrions dans ce sujet des conflits, du malaise social, du front social, du climat social, surtout qui est en train de dégénérer? Oui, je voudrais rebondir, si vous permettez, oui, bien sûr, sur ce qu'a dit mon ami Yidir, que je resalue. Il faut signaler qu'il y a projection du schéma politique du pouvoir sur certains partis politiques. Le pouvoir décide, le peuple est tenu à l'écart. Certains leaders politiques décident et la base militante est mise à l'écart. Il n'y a plus de débat politique au sein de la base. Il n'y a plus de choix qui émanent de la base politique. Moi, je dirais que peut-être extrapoler un peu fort, la politique, la démocratie est confisquée par certains leaders politiques. C'est le leader politique qui décide de la liste de la députation. Ce n'est pas des primaires au sein de la base. Au début des années 90, il y avait vraiment un débat politique au sein de la base. La base était écoutée et exécutait les décisions de la base. Malheureusement, après, on a constaté, comme je viens de dire, confiscation et exaspération de la base politique qui a abandonné de faire de la politique. Et aussi, je voudrais revenir aux déclarations du ministre du Commerce. Il faudra signaler au passage, il y a un lobby très puissant, plus puissant que l'État. Pourquoi? Le marché parallèle détient 50% de la masse monétaire qui circule dans notre pays. Et il détient aussi 60%, plus de 60% de ce qui est consommé. Donc c'est un lobby très puissant. Donc mentir au peuple, il faut aller droit au but si on a envie des solutions. Elle est toute simple. Changer de monnaie, ramenez tout ce que vous avez à l'extérieur, changement de monnaie. Et pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Parce que c'est les mêmes qui décident et les mêmes qui sont dans l'autre camp, quoi. C'est les mêmes. Comment s'attaquer? C'est les mêmes. Parce que la solution est d'une facilité déconcertante. Il suffit de changer la monnaie pour contraindre tout le monde à ramener cette masse monétaire informelle qui est thésaurisée et qui permet d'entretenir le marché noir. Deuxièmement aussi, s'attaquer à l'évasion fiscale qui représente des milliers de milliards de non payés. Et c'est les barons, c'est ce lobby qui ne veut pas les payer. Donc, les solutions, elles sont là, mais ils ne peuvent pas s'appliquer du fait de ce que l'on vient de dire effectivement. Mais, Mziane Mariane, vous, le syndicaliste, maintenant on en arrive au Front social. En ce moment, c'est en train de partir un peu dans tous les sens et un peu partout, et venant surtout des classes populaires les plus défavorisées pour le moment. Mais pour ce qui est du syndicaliste que vous êtes, pourquoi les syndicats ne sont-ils pas au rendez-vous? Pourquoi les syndicats ne sont pas au rendez-vous? C'est très rapide de dire qu'ils ne sont pas au rendez-vous. Ça se constate sur le terrain social. Écoutez, les syndicats autonomes ont été tout le temps à l'avant-garde. On a été à l'avant-garde et dans la rue depuis 2003 sans continuité. On a subi des affres, on a subi des pressions de ce pouvoir. Les syndicats autonomes, permettez-moi de le rappeler, lorsqu'il y a eu hold-up de la Constitution, on a décrété une grève nationale et on a subi des affres.
si j'ose raconter, ce qu'on a subi comme affre, ce ne fera qu'une goutte avec des pressions qu'on a eues. Mais on a tenu jusqu'au bout. Le jour du hold-up, on était en grève. Maintenant, il faut signaler une chose, si Jamal. La classe ouvrière algérienne a beaucoup souffert d'un syndicalisme d'État, de syndicalisme d'accompagnement de l'UGTA. Les syndicats autonomes n'existent pas dans le secteur économique. On est dans un seul secteur qui est la fonction publique. Mais est-ce qu'il y a encore un secteur économique, Mziane Mariane, réellement? Le secteur public n'existe plus. Et le secteur privé, c'est une industrie de transformation et d'importation, en fait. Le seul secteur économique névralgique, c'est bien la Sonatrach, mais on empêche l'émergence d'un syndicat autonome au sein des hydrocarbures. Même au sein des postes, tenez-vous bien, on a un syndicat sous la coupe de la Confédération que je préside actuellement. Actuellement, ils sont suspendus. On a été jusqu'à saisir le BIT, l'OIT. Ils ont eu gain de cause, y compris de la justice, mais ce n'est pas appliqué. Donc les syndicats autonomes n'existent que dans la fonction publique. Et ce qui peut faire la locomotive, malheureusement, c'est une centrale syndicale très puissante qui est dans tous les secteurs et non pas dans un seul secteur. Maintenant, participer, oui, on a participé au Hirak, mais est-ce qu'on peut être les initiateurs dans le secteur, le petit secteur économique qui existe? On ne le peut pas. On ne peut le faire que dans la fonction publique et on l'a toujours fait. Est-ce que la confédération à laquelle vous appartenez ne pourrait-elle pas créer une sorte de synergie, puisqu'il y a péril en la demeure, appeler par exemple le secteur de l'hydrocarbure à se libérer de l'UJTA et à constituer un syndicat autonome qui puisse réellement entrer dans la danse? Ça a été déjà fait, si Jamal. Personnellement, j'ai été contacté par des cadres de la Sonatrach qui nous ont approchés comment créer un syndicat. Mais les contacts sont en permanence. Mais à prendre des initiatives, aller dans le front, c'est à eux de le faire. On peut pas aller, nous, à Sonatrach, leur dire « tenez une AG pour créer un syndicat ». Ceci d'un côté. De l'autre côté, ils ne vont pas le tolérer. Ils ne vont pas l'accepter. Ils seront vite... Oui, mais et les travailleurs, Mziane Mariane, les travailleurs de Sonatrach, ils savent très bien que le syndicat UJTA est une sorte de mafiocratie. Ils savent très bien qu'ils ont fait main basse sur les mutuelles qui sont enrichies en milliards. Ils savent très bien que leurs représentants sont devenus des milliardaires. Réellement, hein, je n'exagère pas, tout le monde le sait. Pourquoi ne se libèrent-ils pas de ce syndicat mafia? Pourquoi ils ne se libèrent pas? Mais il y a la peur aussi de perdre leur emploi. Est-ce qu'il y a la garantie? Est-ce que les libertés syndicales sont garanties? Pas du tout. Je viens de vous donner un exemple. Un syndicat qui est considéré, soi-disant, dans le secteur économique, c'est les postes. Ils ont perdu leur poste. On leur a enlevé l'agrément. Jusqu'à présent, on leur a supprimé l'agrément. On a bataillé pour eux. On est allé juste comme je viens de dire. Je le rappelle encore, voir le BIT ou l'OIT. On les a rétablis dans leurs droits, mais actuellement, on refuse de l'appliquer. C'est la peur de perdre son emploi. Oui, mais Mziane Mariane, dernière question avant de faire tourner le micro. Si les travailleurs, les syndicalistes acceptent cet état de fait, on n'accepte pas, ils ne veulent pas nous donner, ils ne veulent pas accepter, ils veulent... Alors c'est une question de lutte, c'est une question de combat. Il faut imposer à ce régime ne lâchera jamais le morceau tout seul, vous le savez très bien. Je le sais, et il n'y a que la lutte qui paye. Et c'est pour cela qu'on est on est au front, on est en train de lutter. Et je vous annonce, Jamal, à titre entre parenthèses, que le jeudi, la Confédération va se réunir. On va étudier la situation actuelle. Ce jeudi qui arrive? Oui, oui. Mais encore une fois, c'est très difficile de résister au rouleau compresseur. Permettez-moi, puisque vous me posez cette question, je vais vous raconter une anecdote, pas une anecdote, ce que j'ai subi le jour dont je vous ai parlé,
une grève de la fonction publique le jour où il y a eu hold-up. Oui. Je me dirigeais à Babzouar. Et étant à la tête du groupe qu'on appelait groupe des syndicats autonomes, vous savez, au téléphone, ça remonte très loin, le jour du hold-up, il y avait mon téléphone qui sonnait. Et ce téléphone qui sonnait privé, je ne voulais pas répondre. Arrivé à Simstafa, le téléphone est affiché, je réponds. Eh bien, tenez-vous bien, on a voulu me coller un scandale. C'est une jeune fille qui appelait sa maman pour dire « Maman, maman, le voilà ». Et j'ai coupé. Arrivé à Babzouar, je vous raconte ceci pour vous dire les pressions qu'on a subies et qu'on continue à subir. Le syndicaliste qui devait nous recevoir, il me disait « Ne mangez pas, venez, on a un restaurant avec lequel on a fait un contrat. » Et je l'ai vu, il n'a rien avalé. Je lui ai dit « Mais pourquoi tu n'as pas mangé ?» À la fin, je l'ai tiré à côté. Je lui ai dit « Tu n'as pas reçu le coup de fil par hasard ?» Il m'a dit « Oui ». Je lui ai dit « Je l'ai déjà reçu. » Lorsqu'ils ne m'ont pas capté la pression باش ما نروحوش حتى la grève اللي درناها. Tout le monde connaît ces pressions, Mziane Mariane. Les Algériens connaissent très bien ces méthodes de chantage. Voilà, donc il faut voir, donc s'ils n'agissent pas, ceux qui sont dans le secteur économique, chacun avec les capacités de résistance, mais ce n'est pas pour autant que la lutte cesse, la lutte elle continue. Et restez avec nous, Mziane Mariane, nous allons revenir sur le plateau. Mais avant, je voudrais vous montrer une déclaration de M. Tebboune, juste avant qu'il ne reparte en Allemagne. Écoutez bien ce qu'il dit sur son propre Premier ministre. C'est incroyable. Hein, c'est lui qui ne critique jamais l'armée. Au contraire, l'armée, il a dit, comme ça, ouvertement, l'armée est au-dessus de l'État. Il a dit comme ça. Mais sur son chef du gouvernement, son Premier ministre, écoutez bien ce qu'il dit. الحكومة مثل ما قلنا فيها وعليها. الحكومة فيها وعليها. Imaginez, c'est incroyable. Hein? Je vous laisse échanger. Hein. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que j'avais entendu donc, de ce syndicaliste et sur ce que vous aviez dit également. On sait très bien que dans cette Algérie, vous connaissez mes positions, c'est vrai qu'elles sont assez radicales. Elles sont courageuses. Oui, enfin, pour moi, c'est une dictature militaire et voilà. Il n'y a rien de possible en face. Tant que nous ne nous sommes pas débarrassés de cette dictature militaire, rien ne sera possible. Donc une opposition, ce n'est pas possible. Des syndicats, des associations, ce n'est pas possible. Il faut des agréments bien précis et qui donne ces agréments, c'est le régime. Donc finalement, aujourd'hui, et je rejoins ce que disait donc Mziane Mariane. Voilà, Mziane Mariane, ce syndicaliste. Malgré, il a l'air d'être plutôt de bonnes intentions. Oui, très engagé, très engagé. Très engagé, militant. Ça ne sera pas possible avec ce régime. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est continuer la lutte, justement. C'est-à-dire que les syndicats, aujourd'hui, doivent plus aller vers la désobéissance civile, vers la grève générale. C'est vraiment ce qu'il va falloir encourager. Pour faire encore plus de pression. C'est clair que vu le contexte économique et le problème social en Algérie, ça va encore aggraver la situation. Mais finalement, les Algériens vont aller vers le pire. Et nous le savons, 2021-2022, ça va être une situation catastrophique. Donc autant y aller tout de suite, se débarrasser de ce régime et ensuite reconstruire quelque chose de nouveau, sinon ça ne sera pas possible. Rien ne sera possible. Aucun syndicat, aucune association, aucun parti, parce que l'APN qui est censé représenter le peuple, vous savez très bien de quoi est-il issu, qui sont ces hommes, combien coûte leur place. Comme les autres institutions. Comme toutes les institutions, mais l'APN est censée représenter le peuple. Zama. Voilà, Zama. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'APN ? Les partis politiques aussi sont censés faire de la politique d'opposition, ou à la limite, ils font semblant d'être dans l'opposition, ils n'y sont pas. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Donc il n'y a pas de solution avec le système tel qu'il est. La presse est censée informer, elle n'informe pas. Elle conditionne
Et donc c'est grave, c'est quasi général. Quand je vous parlais d'une pièce de théâtre, c'est peut-être une image forte, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. On fait semblant d'avoir une politique, on fait semblant d'avoir un gouvernement, d'avoir un parlement, d'avoir des ministères, d'avoir des associations, des partis politiques. On fait semblant, mais il n'y a rien. C'est de la façade. C'est creux, c'est un décor de cinéma. C'est un décor de cinéma et tout s'écroule derrière. Quand vous enlevez le décor, tout est en train de s'écrouler. C'est comme les westerns d'avant, là, vous voyez, façade de saloon, et derrière, il y a, le désert, quoi. Mais il y a des hommes, c'est-à-dire qu'il y a des hommes en chair et en os. Il y a des femmes. enfants, il y a des femmes, il y a des vieux, il y a des personnes malades, etc. Ce sont des êtres humains. Qui souffrent. Qui souffrent et qui vont souffrir de plus en plus. Et dire, cette suggestion que vient de faire, s'il y a désobéissance civile, grève générale, vous la voyez comment parce qu'il semble que ce soit le seul dernier recours. Hein. Non, mais comment il y a des recours politiques pour peu qu'on puisse construire quelque chose. Oui. La subordination, on va dire, du pouvoir militaire au pouvoir politique, elle se construit. Les gens qui ne comprennent pas, on ne peut pas vivre avec des slogans auxquels on ne donne pas le sens. Dans toutes les armées du monde, il y a une intelligence économique, il y a des services secrets, il y a des services intérieurs. Pour peu que ces services-là ne travaillent pas pour le compte d'une mafiocratie qui a profité du pays pendant de très très longues années, ça je suis d'accord. Moi je ne peux pas, je suis en désaccord avec Mme Keshout quand elle dit qu'il faut que ce système parte. Il faut d'abord identifier quelle transition on veut, comment on l'a construit, sur quel arc on l'a construit, comment on peut y aller. Mais ça, ni le Hirak, ni les politiques, ni même ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, s'il n'y a pas de compromis. Par contre, quand vous suggérez les méthodes, les outils que vous voulez mettre en place, c'est-à-dire la grève générale, les pressions internationales, non pas par les politiques, mais par la société civile, dont vous représentez la société civile, donc je vous inclus dedans directement en tant que hirakiste, influer sur les sociétés civiles européennes, qui elles-mêmes l'influeraient sur leurs députés, leurs premiers ministres, leur gouvernement. Ce travail de conjonction entre les politiques et la société civile, c'est une piste. La désobéissance civile à la Boétie, pourquoi pas? Mais est-ce qu'on a prévu le contenant pour pouvoir ensuite... Pourquoi la Boétie? Pourquoi seulement à la Boétie? Non, il y en a pourquoi plein pas Taureau? Oui, d'accord, les autres. Oui, non. Mais c'est un des outils. Mais si je vous rejoins, excusez-moi. Oui, c'est bien d'échanger. Juste 30 secondes. Oui. Mais finalement, quand vous dites, c'est bien beau de parler de système, il faut l'identifier. On fait quoi après? C'est-à-dire qu'il vaut mieux le laisser parce qu'on n'a rien. C'est pas ce que je dis. C'est un problème de méthode. C'est un problème de méthode quand on dit, quand je vous entends dire, sans vous offenser évidemment, quand je vous entends dire, ils doivent partir. On est tous d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Avec quels moyens? Avec quels outils? Sur quelle pression on peut le faire? Est-ce que c'est ça dans un cadre politique? Est-ce que ce sera une sortie négociée ou pas? Comment? D'abord, la transition, il faut d'abord qu'on fasse l'acte pédagogique sur la société et dire ce que c'est une transition. Ça, c'est très important. Sur quel type de transition on veut? Il y a des exemples dans le monde. Le dernier exemple, c'est les Chiliens avec leur déclaration de constitutionnalité, la Convention constitutionnelle. Nous, on a un problème de constitution, donc il faut aller dans un processus constituant. On est d'accord. Mais la question ne se pose pas, puisqu'eux, ils ne veulent pas de transition. À ce moment-là... Pourquoi ils ont identifié les gens qui demandent la transition à des harkis, à des agents de l'OTAN? Mais dans ce cas-là, on est dans le même cas de figure quand vous disiez à M. Meriem, une fois que vous avez dit ça, vous faites quoi? Il faut de la lutte, il faut de la détermination, il faut. Eh bien, il faudra de la lutte. À ce moment-là, toutes les luttes, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient de revendications sociales, économiques et politiques, peuvent converger. Mais on aura défini le cadre dans lequel elles doivent converger. On ne peut plus isoler le côté socio-économique du côté l'idée de la nation, l'idée de la démocratie, l'idée. Il faut tout ramasser. Mais dans quel réceptacle on va mettre tout ça? Désobéissance civile dont tout le monde parle et grève générale. Est-ce que dans le concret, dans le vrai, est-ce que c'est praticable à un moment où le Hirak n'a pas de tête, il n'a pas de feuille de route, où il n'a pas d'organique qui puisse organiser? Parce qu'une désobéissance civile, ça s'organise, ça se structure, et ça a un coût. Et ça a des priorités. Vous savez, pour arriver à la phase de la hiérarchisation des priorités, c'est tout un programme. Il faut une hyper-organisation. Or, ce n'est pas le cas.
Donc, à mon avis, pour le moment, parler de désobéissance civile semble peut-être un peu prématuré. Oui, Monsieur Benchenouf, pardonnez-moi, c'est une des premières fois où je ne suis pas d'accord avec vous, mais depuis le début du Hirak, il y a eu des dizaines de propositions de transition démocratique, de périodes de transition avec des feuilles de route. Tout le monde a proposé. À un moment donné, d'ailleurs, c'est devenu un peu trop, tellement qu'il y a eu des propositions. Le Hirak sait où il va. Le peuple sait où il va. Il y a une feuille de route. Il y a la transition, nous savons comment nous devons la mener. Nous n'allons pas la développer aujourd'hui, mais nous savons exactement où nous allons. Mais par contre, le régime, excusez-moi, mais ce que vous dites, en fait, c'est vraiment ce que le régime essaye de transmettre dans sa propagande comme message, c'est que le peuple ne sait pas où il va, le Hirak ne sait pas, il n'a pas de proposition, il n'y a pas de leader, donc il n'y a personne avec qui on peut communiquer, mais c'est faux. L'opposition a été emprisonnée. L'opposition aujourd'hui, quand quelqu'un comme Karim Tabou, Boumala, etc. s'exprime, il risque d'aller en prison. On les intimide. Karim Tabou est suivi dès qu'il sort de chez lui. Enfin, toute opposition, même nous, à l'extérieur, nous sommes menacés, fliqués, etc. Mais le Hirak sait où il va. Mais Assia, je vais vous donner un exemple. Les revendications du Hirak sont hyper connues. Transition, processus constituant, état de droit, ça veut dire départ de tout le monde, mais de façon transitoire, ça veut dire pas d'un seul coup, élection honnête, transparente, ça veut dire les grandes lignes, les grandes revendications sont connues. Tout le monde s'y retrouve. Et tout le monde, il y a un vrai consensus sur ça. Mais pour les mettre en phase. Ça veut dire, bon, imaginez que le régime vous dise demain, OK, venez, on discute. Il discute avec qui? Ah, mais il y a énormément de personnes qui n'attendent que ça. Oui, mais les personnes ne peuvent pas s'auto-désigner pour aller négocier au nom du régime. Il faut qu'il y ait un consensus autour de ces gens qui représentent le peuple. Il y a un consensus. Nous ne sommes pas encore arrivés à cette phase-là. Il faudrait déjà qu'ils puissent permettre aux gens de se réunir, par exemple à l'intérieur du pays. Mais lui ne permettra pas. Parler d'une réunion ce jeudi, bah, tant mieux, parce que jusqu'à aujourd'hui, quand l'opposition essaye de se réunir, quand les hirakistes essayent de se voir, ils sont empêchés. Oui, mais c'est son rôle. Le régime ne laissera pas, il n'acceptera pas, bien entendu, il ne va pas se suicider. Non, mais bien sûr. Donc, il faut se passer de lui. Mais pour se passer de lui, encore faudrait-il s'organiser, avoir une vision, une feuille de route. Là, je rejoins M. Eder qui disait tout à l'heure, qui parlait d'une certaine manière d'une diplomatie extérieure pour solidariser les pays européens. Pour le Hirak de la diaspora. Oui, le Hirak de la diaspora, mais il est aussi avec le Hirak de l'intérieur. Bien sûr, évidemment. Voilà, c'est un tout. Il n'y a plus de frontières aujourd'hui. Oui. Nous sommes tous liés dans cette révolution. Mais le fait de sensibiliser l'opinion internationale... L'opinion publique des pays. Oui, l'opinion publique, mais même les instances internationales, évidemment. Les instances internationales, mais même les chefs d'État. Parce qu'en fait, les mettre au pied du mur... moi, personnellement, en ce moment, je suis en train de travailler sur l'histoire des Haraga pour montrer et démontrer. La semaine dernière, il y a 17 bateaux qui sont arrivés aux frontières espagnoles. 17 beautés, des Haraga, qui sont arrivés aux frontières espagnoles de l'Algérie. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Il y a de plus en plus de femmes et d'enfants. Et ça sera de pire en pire. C'est la responsabilité de l'Europe et de la politique africaine, et notamment en Algérie. Les mettre face à leurs responsabilités en leur disant voilà les conséquences de vos agissements. De votre soutien à ce régime. De votre soutien à votre régime. Et à un moment donné, on mettra ça sur la balance. Voilà. C'est ce que vous risquez d'avoir en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, partout. C'est ce que vous risquez d'avoir. C'est plus peut-être dans le bassin méditerranéen. Je peux rebondir? Oui, bien sûr, rebondir avant d'aller vers Mahrez et... Excusez-moi, Mahrez et Mouziane, je m'excuse 2 secondes. Quand Mme Kéchou dit peuple, dit Hirak, moi je veux bien vous croire, je comprends ce que vous me dites, j'entends, mais pratiquement c'est impossible. Vous ne pouvez pas, qui que vous soyez, capter la véritable demande politique, sociétale, économique des gens du Hirak.
Tout à l'heure, mon ami Mziane Bali me parlait du marché informel. Il y a 70 milliards de dollars qui circulent à l'intérieur. Et sans quoi 70 milliards de dollars. Deux fois le budget de fonctionnement du Maroc. Beaucoup plus. Sa source, Banque d'Algérie, ils avaient annoncé 50-60 milliards il y a un an et demi à peu près. Ce que je veux dire, je comprends, j'entends ce que vous me dites, mais il est impossible de structurer. Vous savez très bien que sur des projets, on peut s'entendre sur tous les points que vous avez évoqués, que tout le monde évoque, que M. Benchenouf a évoqué, je n'ai pas de souci là-dessus. Et dans le cadre de la transition, du processus constituant, à ce moment-là, nous allons envisager l'avenir du pays. Son territoire, c'est quoi ? Son territoire est connu. Non, son territoire, son organisation territoriale. D'accord. Est-ce qu'on va passer vers, par exemple, un système autonomique des régions ? Est-ce qu'on va rester sur un système jacobin ? Quelle va être la nation ? L'idée de la nation, l'idée du pays, l'idée de l'État. Est-ce qu'on a vécu une crise de démocratie ? Ça ne peut pas attendre Non, dans la transition, après. Si nous nous entendons tous, quand les militants, je veux dire, ceux qui sont à l'intérieur, qui veulent avoir un destin, qui veulent apporter par leur jeunesse, leur fougue, leur expertise, quelque chose au pays, c'est dans ce cadre-là qu'ils doivent inscrire leur combat. Mais dire que ce militaire, dictature, moi j'ai toujours dit, état de non-droit, dictature, tout ça c'est connu. Mais la dictature, ce n'est pas le militaire qui vous l'a fait, la dictature. Il l'a fait grâce à son état profond, sur la presse, sur la justice, sur tous ces éléments-là. C'est tout ça. Moi, je pense qu'on est à l'échelle d'un pays. On est à l'échelle du destin d'un pays. Juste 2 minutes, après je laisserai vous inviter. Oui. Je vais vous inviter à revenir à 60 ans en arrière, en 54-56. À mon avis, ceux qui ont pris les armes, ceux qui se sont engagés contre le colonisateur ont dû se retrouver face à ce problème en se disant « est-ce qu'on va y arriver ? La tâche est ardue. Nous avons en face de nous un colonisateur qui, lui, a la force. Ce n'est pas possible. » Ils ont dû se sentir peut-être à un moment donné découragés ils ont même été traités de terroristes. On a même dit ça a été dit, oui. C'est ça. Pourtant, ils l'ont fait. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Moi, je suis très optimiste et j'ai confiance en ce peuple. Moi, je ne sais pas que je ne suis pas optimiste. Au contraire, je suis très optimiste. Mais la manière de présenter les problématiques, c'est là où je diverge avec vous. Par contre, quand vous dites les gens de 54, ils se sont émancipés de Messali Hadj. C'est toute une histoire du mouvement national. Alors, je me permets de vous interrompre tous les deux, parce que PPA, MTLD, PCA, UDMA, voilà. Mahrez Bouich, sur ces possibilités de désobéissance civile, de grève générale, qui vont s'annoncer de toutes les façons. Le Front social est en ébullition. Nous allons aller vers le clash, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que ça va aller vers une sorte de désobéissance civile, de lutte organisée, structurée, ou est-ce que ça va aller vers une sorte de climat social dégénéré qui pourrait donner le jour à n'importe quoi? Ah, on a perdu Mahrez Bouich. Alors la question est à Mziane Mariane, s'il m'a entendu. J'espère que tu l'as perdu aussi. Merci. Il faudra que je signale au passage la situation actuelle et qui risque de nous mener vers un Hirak politico-social. La dette publique est actuellement de 61% du PIB. Les réserves de change à moins de 36 milliards de dollars fin 2020. Donc, conséquence, on va taper à la porte du FMI. Et le FMI, donc il va y avoir des conséquences catastrophiques sur le front social. Donc il y a eu un Hirak politique, il va y avoir un deuxième Hirak politico-social très dur, plus dur, et qui risque, comme vous venez de dire, à contour inconnu. Donc, mais il sera beaucoup plus politique. Pourquoi politique? Parce que les Algériens, ils ont compris une chose, que le marasme, que le marasme social est une conséquence du politique, de la mauvaise gestion. Donc il sera beaucoup plus politique que social, comme on a l'habitude de le connaître dans le temps, les logements, les logements, ça y est, mais il y a une prise de conscience, comme je viens de dire, que c'est la mauvaise gestion politique qui a mené une crise sociale aiguë que l'on vit actuellement. Mais est-ce que ça ne risque pas de partir dans tous les sens? Comment? Est-ce que ça ne risque pas de dégénérer, d'aller dans tous les sens?
Cela dépend du peuple. Moi, je dis que la solution, elle est entre les mains du peuple. Mais permettez-moi de dire une chose et de bousculer les choses. Le peuple, notre peuple aussi, il a une part de responsabilité dans le passé. Il votait sur Bouteflika. Il ne faut pas se voiler la face. Peut-être qu'ailleurs, il y a eu du Il trafic. votait par la fraude électorale. Il votait par le bourrage des urnes. Permettez-moi de vous dire, à Tizi Ouzou, il n'y a pas de fraude électorale. Et pourtant, Bouteflika a battu Saïd Sadi à Tizi Ouzou. Donc, il y a une petite fraude électorale, mais il y a un engouement. Et j'étais à la base. Plusieurs fois, on est arrivé presque aux mains avec certains leaders qui étaient des bouteflikistes. Donc, le peuple, à un certain moment, il a suivi la mouvance. Et vous allez me dire trafic des voies et les APC. Et les APW, pourquoi c'est les FLN et les RND qui sortaient vainqueurs au niveau des communes qui sont contrôlées par le peuple? Donc, il a eu dans le passé une part de responsabilité. J'espère que les leçons seront retenues parce que la seule solution, elle est entre les mains du peuple. C'est le peuple qui peut changer les choses et ni les partis politiques, ni les syndicats. C'est le peuple. La solution, elle est entre les mains du peuple. Et pour éviter qu'on vous dise que ça part dans tous les sens, et là que tout le monde aussi est interpellé pour accompagner le Hirak. Pourquoi pas des initiatives comme ils ont fait au sein du PAD, des conférences sans exclusion pour sortir avec une feuille de route encore une fois, pour canaliser, pour éviter effectivement que ça parte dans tous les sens. Un seul objectif, comment rendre la parole au peuple, comment ce régime qui est un danger pour la nation puisse disparaître du champ politique. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je vous disais que les travailleurs de Sonatrach peuvent changer la donne en très peu de temps s'ils s'engagent massivement dans le Hirak et s'ils forment ensemble un syndicat qui ne soit pas l'UJTA? Maintenant, la problématique, est-ce qu'on les laissera faire? Est-ce qu'on peut les laisser faire? Non, Oui, et on ne les laissera pas faire. À partir du moment où je vous dis ça, ça veut dire qu'ils vont devoir forcer le destin, hein, en quelque sorte. Hein, si je peux... Est-ce qu'il y a cette prise de conscience? Est-ce qu'il y a cette formation syndicale qui va nous permettre d'arriver à l'objectif dont vous parlez? La problématique, elle est là. Le mal, il est profond. Les conséquences qu'on a vécues du parti unique, ils sont encore profondes. Donc, est-ce qu'on arrivera? Oui, il suffit d'une grève bien organisée, les choses peuvent changer comme ils ont changé dans d'autres pays, comme ils ont changé en Pologne. C'est bien un électricien, un syndicaliste électricien qui est arrivé au pouvoir par Solidarność. bien organisé. Ouais. Merci Mziane Marianne, au plaisir de vous retrouver bientôt. Nous avons perdu Maher Zoubiche que nous n'avons pas pu retrouver malheureusement. Donc je reviens au plateau pour un dernier tour de micro. Il nous reste quelques minutes. Alors, Assia Gchoud, Mziane Marianne vient de nous dire la solution est dans les mains du peuple. Oui, c'est très beau, mais est-ce que c'est réaliste? Ben, c'est le cas. La solution est dans les mains du peuple et le peuple a saisi cette occasion le 22 février 2019. Oui. Et il continue à la saisir. Le peuple a su mettre de côté ses revendications à cause de la pandémie. Voilà, ça a été plutôt mondial. Donc finalement, le peuple, même si je ne faisais pas partie des personnes qui avaient appelé à l'arrêt des marches, parce que pour moi, nous n'avions pas offert d'autres alternatives pour continuer la lutte. Oui. Nous savons très bien que la lutte ne passe pas que par la rue. Nous avons parlé de désobéissance civile. Il y a d'autres moyens de lutte qui sont très importants. Donc voilà, le peuple a laissé la rue finalement pendant une période parce qu'il y avait la pandémie, mais il a continué le Hirak. Le Hirak ne s'est pas arrêté. Et le peuple va reprendre. Donc le 22 février 2021, le peuple va sortir en masse dans les rues. On va revenir à cette question et dire, avant de revenir justement au 22 février et au 21 février qui approchent à grands pas, la solution est dans les mains du peuple. Moi, je pense qu'elle ne peut pas être... Je suis en désaccord avec Mziane, il parle peut-être en syndicaliste, en politique. Mais le peuple tout seul ne pourra pas.
Qui alors? Il faut qu'une élite, quand je dis le peuple, c'est pas mais qu'il l'élite est dans qu'il le pas peuple. immature. Non, 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 oui, mais non, ça dépend. Le peuple, d'abord, c'est une notion, c'est très particulier. Oui, bien sûr. Vous êtes le peuple, je suis le peuple. Non, oui, mais on peut pas dire que... Oui, mais évidemment, on fait partie d'un peuple. Ça pas, d'autres vous direz, moi je fais partie d'une communauté nationale, etc., etc. Le peuple, oui, mais le peuple doit avoir un minimum, je ne dis pas de structuration, mais d'auto-organisation. On ne peut plus laisser, là, aujourd'hui, l'état de cette belle révolution, l'état de toutes ces revendications politiques et maintenant sociales. Moi, j'ai la crainte que la convergence des deux puisse entraîner des dérapages, vraiment des dérapages, hein, c'est-à-dire une rupture au consentement de l'autorité. Des dérapages, je pèse La mes désobéissance civile. oui, mais ce sera un peu violent. Oui. Je pèse mes mots. À ce moment-là, on mettrait sur un plateau, on offrirait un plateau au commandement militaire qui dirige le pays, on lui donnera la caution aux yeux de l'international pour réprimer. Comment éviter ce piège-là? C'est cette question-là qui quand doit vous agiter parlez les politiques. des élites, quand vous parlez des élites, si c'est les élites que nous connaissons, ce ne sont pas des élites. Oui, ce sont oui, de non, fausses non, élites on opportunistes en qui a sont parlé avec engouffrées. M. Younsi, Maintenant, avec les Brahim élites qui Younsi, n'émergent voilà. pas, qui sont là, potentielles, qu'on connaît, qui sont là, elles sont réelles, mais qui ne peuvent pas émerger dans les conditions actuelles du système. C'est pas possible qu'elles puissent émerger. C'est pour ça que je dis qu'il faut à tout prix que dans le cadre du Hirak, dans le cadre de cette révolution populaire, qu'il ne faut pas trop encenser parce qu'il faut la laisser en veille, il faut lui mettre la pression. Je parle des gens qui ont une influence, je veux dire, qui sont un peu des leaders d'opinion. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une émergence d'autres acteurs du Hirak. C'est très important. Et en plus, déterminer quels vont être les outils avec lesquels ils vont commencer à mettre la pression. Est-ce que c'est une désobéissance civile? Quelle action? Quel syndicat? Comment faire? Et ensuite, la stratégie in fine. Comment on peut arriver? Voilà. La stratégie in C'est ce fine. périmètre. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé du jujutsu politique? Oui. Bon, j'étais sur Utiliser la force de l'adversaire pour le culbuter. la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Oui. Si le régime, l'aïkido, si le régime utilise la force contre le peuple, ça se retournera contre lui. Et c'est pour ça, c'est pour cela que nous avons fait voter 2 résolutions au Parlement européen, justement pour l'acter. Et ça a été dit. Ce régime utilise la répression, les arrestations arbitraires. Si jamais le peuple sort dans la rue... Je rappelle que vous avez été le principal artisan de cette résolution du Parlement européen. Celle en 2019, en 2020 Oui, et oui. en 2019. Et je rappelle que cette résolution, c'est la résolution des peuples européens et non pas de l'Union européenne. C'est du ça. Parlement. C'est du Parlement européen qui représente les citoyens. C'est les peuples. Oui, non, tout à Le fait. Parlement européen, ce sont les peuples européens. Encore une fois, ça n'a aucune incidence, ni sur la Commission, ni sur le Conseil d'État. Alors, C'est à nous de prendre cet outil pour le transformer, on est justement. 21 février Voilà, on vous laisse qui arrive, ça va être le Hirak de la diaspora, la grande reprise, avant le 22 février qui aura lieu en Algérie. Pourquoi vous avez choisi le 21 février? Alors, 21 février, parce que c'est un dimanche. Ah, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est la veille et c'est pour avoir un maximum de mobilisation. Donc, on appelle véritablement toute la diaspora à sortir, à se retrouver à Paris pour une grande marche. À Paris, hein? À Paris. Tout le monde doit converger sur Paris. Tout à fait. Donc, le 21 février, on va déjà envoyer un message fort à l'intérieur pour les encourager à sortir le 22. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que le 22, les Algériens ont décidé de sortir en masse. En masse. Donc, c'est Vous une pensez date que le 22 anniversaire. va être le jour du redémarrage de la reprise des C'est le lundi, alors, lundi 22. C'est un lundi, oui. Tout Et à vous fait. pensez que le 21 février sera aussi important que le 1er novembre 2019? Je pense, on fera tout pour. Et, Je rappelle que en 1er espérant- novembre 2019, il y a des gens qui sont venus des États-Unis, Ah oui, oui. du Canada, d'Australie, à Paris. Il y avait plus de 80 000 personnes. 80 000 C'était personnes. énorme, c'était Ouais. énorme. Donc nous attendons le même nombre. Espérons que les conditions, vous savez que nous allons peut-être partir vers un confinement en France, Oui. vont nous permettre Absolument. de sortir librement. Sinon, hier, place de la République, moi je me suis exprimée à ce sujet-là. On demande à nos concitoyens en Algérie de prendre des risques, de sortir malgré les arrestations et la répression.
Donc ici, il faudrait qu'on prenne un petit peu de risque, c'est-à-dire que même s'il y a confinement, comme l'on fait contre la loi globale de sécurité globale en France, même s'il y a confinement, moi j'invite, et c'est ma responsabilité, mes concitoyens à sortir tout de même. Masqués, protégés, avec les distanciation sanitaire. C'est ça, voilà. Ce jour-là, peut-être qu'on cotisera pour payer les amendes, mais il va falloir le faire. Ça pourrait être un coup médiatique pour mettre la lumière sur notre révolution. Et dire le mot de la fin. Bon, je pense qu'elle a développé tout ce qu'elle avait à développer. Bon marchera tous, j'espère, pourvu que le problème sanitaire ne se pose pas en France. Et tout simplement, et puis inviter nos concitoyens en Algérie à faire du mieux dans les régions, là où il y a des traditions de lutte, de sortir quand même et de marquer au moins symboliquement ce coup, en attendant un peu des jours meilleurs et que les choses se maturent correctement. Voilà, c'est le mot de la fin. Je rappelle donc que le 21 février, à Paris, est prévu le redémarrage, la reprise du Grand Hirak, grand mouvement citoyen algérien, révolution algérienne pour un vrai changement. Et je rappelle, pour que personne ne peut complexer les hirakistes, contrairement à ce que prétendent et ce que disent les agents du régime, les agents de la subversion, que tout le monde connaît, que les hirakistes ne demandent pas des interventions étrangères, ni l'intervention de l'OTAN, ni ne veulent vendre le pays aux étrangers. Le Hirak algérien est une révolution qui aspire à l'avènement d'un État de droit, à une vraie république, à la première république, à un parlement réellement élu, à une séparation des pouvoirs, et enfin à un président de la République qui ne soit pas désigné par l'oligarchie militaire. C'est aussi simple que ça. Donc 21 février, rendez-vous général pour tous les Algériens du monde, y compris ceux qui sont très loin et qui peuvent, dont les moyens peuvent leur permettre de venir à Paris, pour essayer de battre le record du 1er novembre 2019 qui a dépassé les 80 000 manifestants et qui a été la plus grosse manifestation populaire en France. Et 22 février 2021, c'est au peuple algérien d'en décider. Merci, mes chers, 2021, 22 février 2021. Ce sera un dimanche. Non, mais lundi, ce sera le 22. C'est ça? Ce sera le 22. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Merci à Asia Geshoud, merci à Idir Nouren, merci à Meziane Marianne, merci à Meher Zbouich. Désolé de n'avoir pu le joindre de nouveau. Khair, salama.